Au sommaire de cette édition, le Mali est parmi les leaders dans la production de la noix d'acajou, une unité de transformation de cette matière opérationnelle à Djatoula dans le secteur de Sénou. Elle a une capacité de production de 4000 tonnes par an. Cette unité de transformation a été visitée aujourd'hui par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Le chef d'état-major général des armées à Gao, dans les locaux du mécanisme opérationnel de coordination MOC, le général de division Oumar Diarra a déposé une gerbe de fleurs à la stèle dédiée aux morts avant d'échanger avec le commandement du MOC. La chronique Un jour, une formule s'intéresse aujourd'hui à la grippe qui touche plus d'un en ce moment. Quels en sont les symptômes, la durée, comment débute la maladie et se traite-t-elle? Les réponses en fin de journal. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga a reçu en audience le président mondial de la Jeune Chambre internationale. Les échanges ont surtout porté sur la bonne marche de la transition. Pour plus de détails, écoutons Agénis Angulo, président mondial de la Jeune Chambre internationale. Il est au micro de Tamsir Djabati. JCI is the organization that is developing leaders in a changing world. L'objectif de la visite aujourd'hui, c'est pour soutenir les 1500 membres de la Jeune Chambre internationale Mali, qui est une organisation qui modèle et qui construit des jeunes leaders à travers le monde. Here in your lands. Et à la Jeune Chambre, nous croyons à 3 secteurs de développement, qui est le secteur de la société civile, le partenariat et le gouvernement. Et notre rôle, c'est d'unir ces 3 secteurs à travailler ensemble et à créer des opportunités pour les jeunes, pour amorcer un développement pour le pays. JCI veut être une partie de la solution. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour soutenir les actions du gouvernement, parce que nous pensons que la Jeune Chambre doit aussi être impliqué dans la recherche de solutions. Et les membres Jeune Chambre sont là, en tout cas, pour aider toute action du gouvernement qui peut, en tout cas, aider le pays à sortir de cette transition. Parce que nous pensons qu'il y a un rôle qu'on doit jouer pour cette transition et nous sommes, en tout cas, à la disposition du gouvernement pour aider à la suite de la transition. For creating initiatives. Autre audience, cette fois-ci au Conseil économique, social et culturel. Le président Yacouba Katil a reçu respectivement les membres du réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique et l'association malienne des gestionnaires des ressources humaines. Le compte rendu de ces 2 audiences avec Mamadou Fane. La consolidation d'une culture démocratique de justice sociale, de patriotisme en tenant compte des compétences des uns et des autres, c'est la mission qui s'est assignée le réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique RENEDEP. C'est dans ce cadre que le réseau est venu partager son rapport d'activité avec le président du Conseil économique, social et culturel pour recueillir le soutien de cette institution de la République. Nous sommes membres d'un programme mis en œuvre par un consortium d'organisations au niveau du Mali. Le programme s'appelle Avenir Juste. C'est une alliance qui couvre 5 pays du monde. Le Conseil économique, social et culturel, c'est quand même la fêtière des organisations de la société civile. C'est pourquoi c'est-à-dire qu'il est bien de venir les rencontrer pour faire un peu le point de tout ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, qu'on a eu à faire l'an passé et que nous nous projetons à faire en faveur des communautés. Et voir avec eux s'il y a des possibilités que nous cheminons ensemble, qu'ils puissent nous appuyer, mais ne serait-ce que des conseils, des orientations. En tout cas, nous aussi, à notre tour, voir tout ce qu'il y a comme rapport, mettre à leur disposition. La deuxième audience accordée par le président du Conseil économique, social et culturel est destinée à l'association malienne des gestionnaires des ressources humaines. La dite association était venue présenter son organisation. Ce n'est pas fortuit quand nous sommes venus ici au Conseil économique et social, c'est surtout solliciter le soutien du Conseil économique et social pour nous accompagner, je dirais, dans nos différentes activités qui tendent, je dirais, dans la promotion des ressources humaines, c'est-à-dire du Mali. Dans quelle mesure on peut partager nos expériences avec nos camarades, afin aussi qu'ils puissent contribuer à la promotion de cette fonction au niveau des différentes organisations. Au sortir de cette audience, les gestionnaires des ressources humaines se disent confortés par le soutien apporté à leur organisation pour une administration de qualité.
Notre pays est parmi les leaders dans la production de la noix d'acajou. Une unité de transformation de cette matière est opérationnelle à Djatoula dans le secteur de Sénou. Elle emploie plus de 300 femmes pour une capacité de 4000 tonnes par an. Le ministre de l'Industrie et du Commerce était aujourd'hui dans les locaux de cette entreprise indienne. Adama Djimde. Cette imposante unité de production de la noix d'acajou est opérationnelle il y a juste 2 ans. La matière première est fournie par des coopératives de femmes. L'usine a une capacité de production de 4000 tonnes par an. Des centaines d'employés, dont 90% de femmes, travaillent pour fournir des produits de haute qualité made in Mali. En plus de notre pays, la demande à l'international est déjà forte. Sénégal, France, Angleterre, Abu Dhabi. International market, especially the color of the product. Notre cajou, le cajou du Mali, est très bon et c'est reconnu sur le plan international. C'est de la bonne qualité et la couleur aussi est très aimée par nos partenaires. Alors, le problème vraiment, c'est par rapport au procurement du noix de cajou. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a tenu à visiter ce véritable complexe industriel avec des unités de transformation de la noix d'acajou, des unités d'extraction de l'huile d'arachide. Cette visite s'inscrit dans le cadre du soutien et de l'accompagnement du gouvernement aux entreprises de production. Aujourd'hui, cette unité est en train de faire de l'anacarde made in Mali et qu'elle a déjà vendu toute la production. Cette année, ils ont transformé plus de 1700 tonnes d'anacarde et ils ont des ambitions à faire d'autres unités exemplaires au niveau de Bougouni, de Sikasso, pour se rapprocher de plus en plus des producteurs. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Nous voudrions avoir des unités industrielles qui vont dans la transformation de nos matières premières, qui apportent de la valeur ajoutée, qui apportent de l'emploi pour nos femmes, nos jeunes. Et ça, je l'ai constaté sur cette usine parce que nous avons plus de 300 femmes qui travaillent de façon permanente sur cette unité. Les promoteurs de cette usine sont des Indiens qui souhaitent installer une usine du genre à Bougouni. En perspective, ils comptent se lancer dans la production du riz avec l'exploitation d'environ 2000 hectares à l'office du Niger. Le chef d'état-major général des armées poursuit sa visite à Gao. Le général de division Oumar Diarra était ce mardi dans les locaux du mécanisme opérationnel de coordination MOC. L'officier supérieur a eu droit aux honneurs militaires avant de s'incliner devant la stèle dédiée aux morts. Il a également échangé avec le commandement du MOC, Agali Agagissa. Le chef d'état-major général des armées en visite à Gao est venu s'enquérir des conditions de travail au siège du MOC, mécanisme opérationnel de coordination du processus de DR, démobilisation, désarmement et réinsertion. Le général Oumar Diarra, accompagné du commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Famouki Kamara, et tout le commandement de la première région militaire, a eu droit à une présentation du MOC, les missions et les difficultés actuelles de la structure. Nous sommes venus voir le personnel du MOC, mécanisme opérationnel de coordination au niveau de Gao ici. Nous enquérir des conditions de travail et de tout ce qu'ils sont en train de faire ici, et faire une évaluation et effectivement évaluer avec eux les perspectives. Nos préoccupations aujourd'hui, c'est de continuer à prendre des dispositions et à préparer les sites pour accueillir vraiment les nouveaux combattants. Le chef militaire n'a pas manqué de prodiguer les conseils qu'il faut pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Je les ai beaucoup exhortés à travailler dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali pour que les populations maliennes puissent retrouver la paix et la sécurité. Il faut travailler à faire renforcer et rétablir les mesures de confiance entre les différentes parties. Je pense qu'au niveau politique, la décision de haut niveau qui a été tenue à Bamako envisage vraiment de très belles perspectives. Auparavant, le chef d'état-major des armées a bénéficié des honneurs de son rang, en l'occurrence la revue des troupes qui a pris fin par le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied de la stèle dédiée au mort. Lancement officiel du projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile, en particulier les jeunes et les femmes, pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Le dit projet est lancé par le Conseil national de la jeunesse en partenariat avec la MUNISMA. Valentin Roger Diallo.
Le Conseil national de la jeunesse du Mali pense que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger doit être bien expliqué aux jeunes, aux femmes et aux leaders religieux afin de permettre sa mise en œuvre efficace et efficiente. C'est ce qui justifie le lancement de ce projet de 6 mois. Il permettra de renforcer les capacités des organisations de la société civile sur le contenu de l'accord. Cet accord qui engage le Mali en général, le gouvernement et les groupes armés signataires en particulier, n'est pas bien expliqué et diffusé auprès des communautés à la base. Beaucoup d'interlocuteurs interprètent à leur façon, ce qui cause beaucoup de réticences chez certains groupes de population. Vous êtes le futur du Mali et vous êtes ainsi des acteurs à sa reconstruction. Ainsi, vous êtes tous et toutes encouragés à aider à propager le contenu de cet accord et d'assister à sa mise en œuvre active. L'Algérie soutient également ce projet et assure être aux côtés du Mali pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Nous sommes aux côtés du Mali pour que la paix et la stabilité, le développement, la prospérité règnent dans ce pays frère et ami. Chers jeunes, je vous invite à mieux cerner le contexte de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, à vous approprier le contenu de cet accord pour la paix et la réconciliation et à cerner les actions de mise en œuvre du dit accord pour la paix et la réconciliation au Mali, ainsi que leur impact sur la vie des communautés, voire de l'ensemble de la nation. Le projet concerne Mopti, Gao, Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Menaka, Ségou, Badiangara, Tessalit, Djéné, Aguelhok et Bamako. ONG Asafed, Renajet et Adiko viennent d'organiser une session à l'intention des responsables politiques et administratifs du district de Bamako au centre de la rencontre, la nouvelle loi électorale. Anchata Koulibaly. Qui veut aller loin ménage sa monture comme on a coutume de le dire. Les chefs de quartier, les maires, les chefs religieux, les femmes, les jeunes sont impliqués tout au long du processus électoral. C'est dans ce contexte qu'ils sont autour de la table pour être outillés. L'initiative est des ONG Adiko, Remagef et Asafed. Les OSC composant la COPER sont engagés à vulgariser cette nouvelle loi électorale au niveau des 6 communes du district de Bamako. Dans nos stratégies, les ONG mèneront les activités de sensibilisation de proximité à travers les points focaux et les leaders communautaires. Ces équipes sillonneront toutes les communes du district de Bamako pour aider la population à mieux comprendre le processus électoral. L'initiative cadre parfaitement avec les priorités des autorités de la transition qui intègrent une large implication des populations dans la vulgarisation de la nouvelle loi électorale. Il s'agira au cours de cet atelier de vous informer par la loi afin que vous puissiez servir de relais pour en assurer une large diffusion auprès des populations que vous représentez. Je voudrais vous inviter à plus d'assiduité et de participation afin qu'à l'issue de cet atelier, vous soyez suffisamment outillés pour appréhender les enjeux du processus électoral au Mali et aux besoins, aider à surmonter les défis complexes qui regorgent la gestion des élections dans notre pays. La présente session s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux réformes et élections au Mali qui ambitionne de vulgariser la loi électorale au niveau des acteurs principaux du district de Bamako. Signature de convention de partenariat entre l'Agence nationale de développement des biocarburants ANADEP et l'Association d'entente pour le développement rural Teriabougou. Le but est de promouvoir les bioénergies. Boubacar Bablentouré. Lorsqu'on a la même vision, il est plus facile de cheminer ensemble pour atteindre les objectifs. C'est bien ce qui justifie ce partenariat entre l'Agence nationale de développement des biocarburants ANADEP et l'Association d'entente pour le développement rural AEDR Teriabougou à travers cette signature de convention. Un partenariat qui vise à conjuguer les efforts pour la promotion des bioénergies au service d'un développement durable au Mali. À travers le présent protocole, l'ANADEP s'engage à apporter toute son expertise, son appui institutionnel et matériel à l'AER Teriabougou conformément aux engagements du gouvernement en matière énergétique. Et nous pensons que la bioénergie présente sans doute le potentiel de proximité
le plus élevé et le plus durable pour réduire la facture énergétique au Mali. L'acte que nous posons ce matin consacre la concrétisation de la volonté sans cesse réaffirmée de l'ANADEB à accompagner et à soutenir les initiatives privées dans le domaine des bioénergies, biocarburants, comme le cas du centre de Teriabougo. La cérémonie de signature de partenariat a été ponctuée par un partage d'expériences à travers une visite guidée des installations de l'ANADEB, à savoir le laboratoire et une mini-station pilote de distribution de biocarburants. L'opérationnalisation du fonds d'appui à l'industrie cinématographique, la question est au menu d'un atelier d'échange. La rencontre réunit les acteurs du 7e art et les financiers. Ibrahim Kaoukonate. Cette rencontre des professionnels du secteur du cinéma autour du fonds d'appui à l'industrie cinématographique est l'occasion de faire des échanges et de partager des questions liées au financement du cinéma dans notre pays. La rencontre de ce matin est la marque d'attention de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, à l'endroit de la communauté des cinéastes et de l'audiovisuel, car elle fait suite à l'audience que le Premier ministre chef du gouvernement a bien voulu accorder à la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Mali et au conseil d'administration du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique. Le Fonds d'appui à l'industrie cinématographique est confronté à des difficultés parmi lesquelles la non-maîtrise des textes de fonctionnement et la non-mobilisation des dotations initiales qui se chiffrent à 6 milliards de francs CFA. C'est une désinformation qui bloque le fonds parce qu'il faut que chaque acteur qui est impliqué à quelque niveau que ce soit sache à son niveau quel est le rôle qu'il doit jouer pour que le fonds puisse rentrer dans sa dotation initiale. Longtemps référence dans la sous-région ouest-africaine, notre cinéma traverse aujourd'hui une crise sans précédent. Réaliser un film au Mali relève presque du parcours du combattant. Le Mali est un pays de tradition cinématographique avec plusieurs trophées remportés. Et le Mali, malheureusement, n'a pas présenté de films long métrage en compétition lors des 2 dernières éditions du FESPACO. Rappelons que le Fonds d'appui à l'industrie cinématographique est créé en 2018. Il a pour mission d'appuyer le développement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel au Mali. Le ministre de la Santé et du Développement social à Koulikoro pour constater l'avancement des travaux de l'hôpital régional de la localité 3 semaines après sa visite sur ces sites. Le point de cette visite avec Jules Sambou-Sissoko. Les instructions de la ministre de la Santé et du Développement social sur la reprise des travaux du chantier de l'hôpital régional de Koulikoro ont été respectées par l'entreprise en charge le 4 août dernier, la date indiquée. Les travaux ont démarré conformément à ce qu'on s'était dit il y a 3 semaines. Je suis venu constater qu'effectivement les travaux ont repris le 4 août et les problèmes en cours aussi sont en train d'être résolus et il se poursuivra, Inch'Allah. L'infrastructure est un monobloc doublé de logements d'astreinte qui sont déjà sortis de terre. Les logements qui sont en train d'être construits maintenant, c'est les logements d'astreinte du personnel qui va travailler à l'hôpital. Les travaux de terrassement aussi se poursuivent. Comme toute activité, il faut juste un suivi. Il y a des commissions qui ont été mises en place et au niveau de Koulikoro et au niveau du département de la santé pour le suivi. Je ferai d'autres visites encore jusqu'à la fin des travaux. Madame la ministre de la Santé et du Développement social a insisté sur le rythme à accélérer sur ce chantier majeur, car les plus hautes autorités du Mali et les populations de Koulikoro accordent une importance capitale à la réalisation de l'hôpital régional de Koulikoro. Du 27 au 29 octobre prochain se tiendra ici à Bamako le forum malien des acteurs humanitaires FOMA au Centre international de conférences de Bamako, une initiative d'un consortium d'associations et d'ONG. Aliou Abdoulaye Touré. La problématique de mobilisation de fonds des acteurs humanitaires, tel est le thème principal de la 2e édition du Forum malien des acteurs humanitaires. Ce forum annuel de 3 jours est initié par un consortium d'associations et d'ONG.
Il vise à mieux outiller les acteurs humanitaires dans la mobilisation de fonds au niveau local et auprès des partenaires techniques et financiers. Cette deuxième édition, on doit pouvoir être amené aujourd'hui à financer nos activités localement. Pour cela, nous devons trouver le mécanisme pour assainir le milieu associatif et humanitaire local pour pouvoir mettre nos partenaires locaux en confiance. Pour cette deuxième édition du Forum malien des acteurs humanitaires, plusieurs panels sont prévus, des panels qui constitueront une opportunité d'échange et de débat entre les participants. Le premier panel, c'est rôle et place de la RSE dans les actions de développement communautaire. Deuxième thème de panel, c'est le rôle des acteurs humanitaires dans les actions civilo et militaires. Alors, le troisième thème de panel qui, pour nous, est assez important, c'est quel impact des organisations dans le développement communautaire. Le quatrième panel qui va tout toucher aussi au thème central, c'est le mécanisme de financement. Le cinquième panel, qui est le panel spécial, c'est gestion de crise des déplacés internes, défis et perspectives. L'objectif global de ce forum est de créer un cadre d'échange et de concertation entre les associations humanitaires pour une plus grande efficacité sur le terrain. Première décade du mois d'août très angoissante sur le plan de la santé et pour les enfants, les personnes âgées et autres groupes à risque. À en juger les fréquentations des structures sanitaires de ces derniers jours, la grippe semble avoir mis du bémol à bien d'activités. Alors, parmi les questions essentielles, quels en sont les symptômes, la durée, comment débute la maladie et se traite-t-elle? Les éléments de réponse dans la chronique Un jour, une formule de ce jeudi signé Sori Ibrahima Keita. Heureux ceux qui ont échappé jusqu'ici à ce qui s'évite aujourd'hui comme une épidémie. La grippe est dans nos murs. Infection virale courante potentiellement mortelle, en particulier pour les groupes à risque élevé. La grippe, c'est une infection respiratoire aiguë qui est très contagieuse et qui est due à un virus. Il s'agit du virus influenzé. Et très généralement, c'est une épidémie saisonnière et qu'on voit à partir de août, septembre jusqu'au début novembre. La grippe attaque les poumons, le thorax, le nez et la gorge. Les tout-petits, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes d'une maladie chronique ou présentant un système immunitaire affaibli sont très exposés. Et il y a 3 types de ces virus qu'on peut avoir. Il y a le type A, le type B et le type C. Mais c'est surtout le type A et le type B qui donnent des formes graves. Le virus de la grippe A, très généralement, on voit l'origine, c'est les animaux. Et le virus de la grippe B, l'origine, c'est les humains. Là, les humains se transmettent ce virus-là. Et la transmission est facile. Le type C donne généralement des formes bénignes. Et la particularité de ce virus, c'est qu'il y a une variabilité génétique très grande qui fait qu'à chaque moment, le virus peut changer d'une forme à une autre, et ce qui peut souvent faire que la vaccination devrait être adaptée. Mais ce qui est responsable de l'épidémie, ça c'est le virus qui vient des animaux, le virus de la grippe A. Les symptômes s'appellent fièvre, frissons, douleurs musculaires, toux, congestion, écoulement nasal, maux de tête et fatigue. Une personne qui est malade, lorsqu'il parle, lorsqu'il éternue, lorsqu'il tousse, il va projeter des petites particules, des petites gouttelettes qui peuvent tomber chez quelqu'un et le contaminer. L'état de bronchite, si ça ne se traite pas bien, les bronches sont directement communiquées au parenchyme pulmonaire, ce qu'on appelle les poumons.
Et là, ça peut entraîner une destruction au niveau du parenchyme pulmonaire et entraîner ce qu'on appelle une pneumonie. En ce moment, on va assister à une pneumonie virale. C'est en ce moment qu'on va voir les malades en état de détresse respiratoire. La respiration est gênée, très gênée. À peine, c'est-à-dire ils n'arrivent même pas à marcher, ils sont sur place, mais ils ont, c'est-à-dire des difficultés à respirer. Le traitement consiste principalement à se reposer et à se réhydrater afin de permettre au corps de lutter lui-même contre l'infection. Des analgésiques anti-inflammatoires peuvent aider à soulager les symptômes. Un vaccin annuel peut également prévenir la grippe et limiter les complications qui y sont liées. Des pathologies, nous, on ne peut pas dire une pathologie est banale, mais ça peut se compliquer. Donc, si on ne prend pas garde, parce que surtout, c'est très fréquent, c'est les sujets d'extrême âge. D'abord, la prévention passe par deux volets. D'abord, il y a les mesures d'hygiène. Donc, il va falloir maintenant mettre des distances avec les gens malades. Et les personnes malades doivent utiliser des mouchoirs jetables. Les gens doivent éternuer au niveau du coude. On doit se laver aussi régulièrement les mains. Et également, en dehors de ces mesures d'hygiène, il y a la vaccination. Mais c'est un vaccin qui va protéger durant 6 à 9 mois comme ça. Donc c'est une vaccination saisonnière. Mais attention, pas d'automédication ni autodiagnostic qui ne constitue en fait qu'une autoflagellation tout à fait absurde et parfaitement autodestructive. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 15 nouveaux cas positifs sur 818 tests réalisés, un patient guéri et 0 décès. À ce jour, 17 patients sont sous traitement. Entre laisser la jeunesse dans la dépravation et interdire la consommation de la chicha, le gouvernement a fait le choix de l'intérêt général. Selon le directeur général de l'Office central des stupéfiants, la structure est en première ligne de celle chargée de veiller à la bonne application de l'arrêté interministériel interdisant l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha sur toute l'étendue du territoire national. Pour son directeur général, il s'agit d'une forme de toxicomanie déguisée, d'où le choix d'interdire plutôt que d'encadrer. Le colonel Fousseini Keïta est l'invité de la semaine sur notre antenne. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Il est interrogé par Yaya Konaté. Encadrer veut dire vraiment, il faut admettre la consommation, mais en limitant certains produits de tabac. Et en veillant vraiment pour que ce soit strictement du tabac. Voilà, mais c'est très difficile parce que quand tu vois un individu qui a la chicha et qui consomme la chicha, mais on ne sait pas à l'intérieur qu'est-ce que cet élément est en train de vraiment de consommer. Donc il serait très difficile vraiment d'utiliser des moyens pour vérifier et que effectivement c'est le tabac et que ce monsieur est en train de consommer. Donc raison pour laquelle on a demandé au ministère de la Sécurité l'interdiction pure et simple vraiment de la consommation de la chicha. Mais monsieur le directeur, c'est un phénomène de mode, on va dire. Cette interdiction ne va-t-elle pas un peu à contre-courant des désirs d'une jeunesse qui a envie tout simplement de vivre pleinement son temps? Quand vous regardez dans ces derniers temps, la délinquance dans notre pays, c'est dû à quoi? À cette consommation de produits stupéfiants. Laisser la jeunesse dans la dépravation, ou bien interdire la consommation de produits stupéfiants, il faut faire un choix. Le choix, c'est aller dans le sens de l'intérêt général du pays, qui est vraiment d'essayer de protéger la jeunesse contre cette consommation de produits stupéfiants. Voilà l'invité de la semaine à suivre après cette édition. Restitution publique du Conseil des cercles de Bougouni au compte de l'exercice budgétaire 2021. L'exercice vise à instaurer la communication et la transparence dans la gestion des affaires publiques, mais aussi motiver les communes à faire plus de recettes. Jafar Aydra et Djibril Bagayogo depuis Bougouni.
Cette réquisition publique et du compte administratif vise à instaurer la communication et la transparence dans la gestion des affaires publiques et mobiliser les citoyens autour des affaires publiques et locales. Je salue l'effort du Conseil des cercles, d'abord de respecter ces dispositions légales et en même temps de perpétuer cet exercice démocratique. En adoptant à l'unanimité le compte administratif qui a soumis à notre approbation et au vu des documents qui sont présentés, nous avons adopté le compte administratif du Conseil des cercles. Cette réquisition se caractérise par un très faible taux de mobilisation des ressources propres par les collectivités due à la situation sécuritaire et sanitaire de notre pays. Cette réquisition publique est une réponse à la loi 2017-051 du Code des collectivités, dans son article 288, qui exige à l'ensemble des présidents d'organes de procéder à la restitution publique du compte administratif de l'exercice écoulé. Donc ce matin, on a fait appel à l'ensemble du public, donc administratif et religieux et tout ce qui s'ensuit, donc pour pouvoir faire la restitution du compte administratif du Conseil des cercles 2021. Au cours de cette réquisition de l'exercice 2021, il est ressorti que les dépenses prévisionnelles du fonctionnement et d'investissement ont été exécutées à hauteur de 1 282 673 000 sur une prévision de 2 177 766, soit un taux d'exécution de 58,90%. C'est la transparence dans la gestion des affaires publiques. Nous pensons que cette restitution, à travers les résultats qu'on attend, va ouvrir d'autres. Ce serait vraiment une voie pour pouvoir dissimuler vraiment tout ce qu'on entreprend ici en matière de développement. La cérémonie a pris fin par la remise des prix aux communes qui ont fait des résultats financiers appréciables, à savoir les communes de Méridjala, Dogo et Defina. Du sport également dans ce journal, le tournoi UFOA Zone A donne son coup d'envoi le 28 août à Nouakchott. Les Aiglons logés dans la poule A auront en face d'eux la Mauritanie, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Pour ce faire, le sélectionneur a dévoilé les joueurs retenus. C'était à la faveur d'une conférence de presse. C'est la Sissé. Au nombre de 21 guerriers, plus 5 réservistes, le sélectionneur des Aiglons du Mali, Demba Mamadou Traoré, a tamisé pour la grande bataille de Nouakchott en vue du tournoi UFOA Zone A qualificatif à la CAN Égypte 2023. En se basant sur l'ossature des cadets de 2021, le technicien des Aiglons a ajouté au lot 2 professionnels. Sur la liste, on a des joueurs qui ont 34 journées de championnat dans les armes, s'il vous plaît. Il y a des joueurs qui ont 20 journées de championnat. Donc, on ne pouvait mieux faire que de faire recours à ces sites. Donc, ça a été le premier critère. Ensuite, on avait besoin de complémentarité parce que dans une sélection nationale, il faut que les gens vivent ensemble pendant un certain temps. Le staff technique des Aiglons s'est familiarisé avec ces poulains durant 3 mois de préparation. On a multiplié les matchs amicaux. C'était 2 matchs ou souvent 3 matchs par semaine. Et on est même souvent parti jusqu'à avoir 8 séances d'entraînement hebdomadaires. Donc, ça veut dire qu'on a pris du temps dans le travail pour créer une certaine complémentarité entre ces différents joueurs, voir qu'est-ce que ça peut apporter. À Nouakchott, le Mali est dans le groupe A, aux côtés de la Mauritanie, de la Sierra Leone et de la Guinée-Bissau. Pour nous, on s'est préparé d'abord pour passer le cap du tournoi zonal en Mauritanie. Ça, c'est le premier objectif. Maintenant, par rapport à la Sierra Leone et puis la Guinée-Bissau, c'est des équipes qui sont parties généralement sur les locaux, beaucoup plus de locaux. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'informations qui sortent beaucoup sur ces équipes, mais il faut simplement se référer à l'esprit du football dans ces pays-ci. Les Aiglons du Mali vont participer à leur première compétition majeure. À eux de se surpasser et prouver toute l'étendue de leur talent face à la Sierra Leone le 29 août, à la Guinée-Bissau le 1er septembre et à la Mauritanie le 4 septembre. Le premier de la poule sera qualifié directement pour la phase finale de la CAN des moins de 20 ans en Égypte.
Coupe colonel Assimi Goïta. En clôture de la première journée dans le groupe B, mercredi au stade Mamadou Konaté, l'équipe de Gao et celle de Sikasso ont réussi leur entrée en liste. Les Sikasso ont dominé l'équipe de Kidal 3-0, tandis que l'équipe de Gao est venue à bout de Tombouctou 2-0. Les résumés de ces rencontres avec Bouraïma Diallo. L'équipe de Gao en vert et celle de Tombouctou sont face à face pour l'un des derbys du Nord dans le groupe B. Connaissant déjà les deux premiers résultats du groupe, les deux formations ont à cœur de remporter les 3 points. Pourtant, le début des rencontres est timide. C'est jusqu'au 25e et 26e minute que l'assistance a eu droit aux premières actions du match. L'équipe de Gao se montre réaliste et ouvre le score à la 39e minute par Mamadou Ibrahim. Ensuite, les joueurs de la cité des Eskia poussent et doublent la mise juste avant la mi-temps par Afini Baka. En seconde période, les Tombouctiens rehaussent leur niveau par rapport à la première partie, mais ils s'inclinent par 2-0. C'est un tournoi de la paix, la cohésion sociale entre tous les enfants du Mali. Aujourd'hui, on est là à Bamako, tous les régions sont représentées, plus le gouvernement, c'est une fierté. Très bien joué, l'équipe a bien joué. Malheureusement, on n'a pas pu concrétiser nos actions et cela nous a coûté cher. L'équipe la plus chanceuse a gagné, Tombouctou n'a pas démérité. Auparavant, l'équipe de Kidal en blanc recevait celle de Sikasso. L'équipe de la capitale du Kénédougou marque à la 25e minute par Daoudassi. La pause intervient sur cet avantage des hommes de Alassane Sanogo. Au deuxième acte de jeu, les joueurs de El Kébiche essayent de revenir, mais les Verts de Sikasso conservent leur avance et tuent le suspense en marquant 2 autres buts au 80e et 89e minute par Amidou Diarra et Adama Sissi. On pensait que Kidal allait amener au moins une équipe complète, mais ils sont venus avec 12 joueurs. Donc on était obligés, les équipes de la Ligue de Kidal qui jouent à Bamako ici, on a essayé un peu de colmater avec ça. Et voilà ce que ça a donné. Je suis très content, et surtout c'est un début. Et on est en saison morte, on a pris des jeunes. Ils sont talentueux, mais il y a certains déchets. Nous allons essayer de travailler plus. On a gagné 3-0, mais il y a du travail à faire. Gao, Sikasso et Moti se tiennent entre elles avec 3 points au compteur. Après quelques moments d'absence, c'est dans une ambiance festive que Maxi Vacances, l'émission de divertissement pendant les vacances, a réouvert ses portes. Pour cette 19e édition, le thème choisi est « Malikoura, la parole aux jeunes ». Mancha Traoré. Dans le cadre de sa 19e édition, Maxi Vacances, la plus grande émission juvénile de divertissement des vacances scolaires, offre la chance aux jeunes de montrer leur talent, leur savoir-faire à travers un concours. Une façon de montrer aux jeunes que l'impossible peut être possible. Impressionné par la créativité des jeunes, le directeur général de l'ERTM salue l'initiative et encourage les jeunes à s'impliquer davantage. Maxi, c'est une aventure qui a commencé, il y a belle lurette quand même, il faut le souligner. Et se retrouver aujourd'hui parmi ces jeunes pour le lancement de l'édition 2022, ça me fait vraiment chaud au cœur, mais ça montre également qu'il y a beaucoup de chemin parcouru pour cette émission et c'est l'occasion pour moi vraiment de saluer l'animateur infatigable, Amadou Kodjo, qui a vraiment maintenu le tempo. Si les jeunes, à côté du divertissement, peuvent s'occuper utilement, ce serait déjà gagné et c'est ça aussi l'objectif, c'est-à-dire joindre l'utile à l'agréable. C'est l'objectif visé par Maxi. Aujourd'hui, si on parle de refondation et de citoyenneté pour la jeunesse, je crois que c'est vraiment les mots du moment et c'est très important de sensibiliser, de profiter de l'occasion pour sensibiliser la jeunesse par rapport à ces thèmes-là. Ça va dans la droite ligne de la vision des autorités aujourd'hui et c'est vraiment une initiative que nous saluons. Je voulais donc profiter de l'occasion quand même pour saluer vraiment les partenaires qui nous accompagnent, notamment Orange. Je salue également le partenaire Prestige Consulting qui nous accompagne également par rapport à cette émission. C'est devant un membre du jury compétent que les différents candidats ont fait passer leur message et se sont fait entendre à travers des rubriques comme la culture générale, l'art oratoire, le slam, l'humour, la musique. Me trouver aujourd'hui jury est une bonne chose parce que ce n'est que la concrétisation d'une passion qui a commencé quand j'étais étudiante. Ce que j'ai à dire aux jeunes Maliens, d'avoir confiance en eux, d'avoir confiance au Mali, d'avoir confiance en leur initiative
et d'avoir des initiatives citoyennes pour construire ce pays. Le Mali a besoin de nous. Place au divertissement, mais pas n'importe lequel. Il s'agit surtout de mettre en valeur la culture malienne à travers leur savoir-faire. Mieux profiter de ces vacances, c'est aussi sortir de la routine et profiter des activités extrascolaires. Maxi Vacances va dans cette optique et permet aux jeunes de s'affirmer. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.